Bien, allez, mes chers collègues, je vous propose que nous commencions notre audition de ce matin. Nous sommes encore en double mode présentiel et distanciel, donc je salue également nos collègues qui sont derrière leurs écrans et qui, bien sûr, pourront intervenir pour poser leurs questions s'ils le souhaitent. Nous accueillons ce matin Monsieur Stéphane Bern, chargé par le président de la République depuis 2017 d'une mission sur le patrimoine en péril. C'est un sujet, monsieur, que bien sûr vous avez à cœur et que nous partageons tous ici dans cette commission et de manière plus large d'ailleurs dans cette institution sénatoriale. C'est donc un plaisir de vous accueillir et de vous recevoir une nouvelle fois. Vous étiez venus, les plus anciens d'entre nous s'en souviennent, il y a 3 ans pour faire un premier bilan de la mission qui bénéficie depuis 2018, on le sait, des ressources issues du loto du patrimoine. C'est un sujet sur lequel la Commission et nos prédécesseurs s'étaient battus pendant de nombreuses années et on est très heureux que ce loto du patrimoine fonctionne désormais. C'est sur un sujet plus ciblé que nous vous avons sollicité ce matin, à savoir la sauvegarde du patrimoine religieux. Nos 2 collègues, Anne Ventalon, qui doit être derrière son écran, elle est en déplacement dans le cadre d'un groupe d'amitié à l'étranger, mais Anne, je crois, va se joindre à nous par visioconférence, et Pierre Ouzoulias, qui est bien présent, nos 2 collègues qui nous présenteront la semaine prochaine le rapport qu'ils préparent depuis plusieurs mois au nom de notre commission sur le sujet du patrimoine religieux, mais je crois que Pierre Ouzoulias interviendra dans quelques minutes pour nous dire non pas le contenu du rapport, puisqu'il n'est pas présenté officiellement, mais l'intervention ne sera pas très loin, j'imagine, de ce que sera le contenu qui sera présenté la semaine prochaine. Nous souhaitions évidemment bénéficier de votre expérience sur cette question du patrimoine religieux. Je crois que c'est à peu près 40% du patrimoine français. Votre mission poursuit en effet un double objectif ou un triple objectif, celui d'identifier le patrimoine en danger, celui de contribuer à la restauration et bien sûr à la valorisation de ce patrimoine. Nous savons que ce patrimoine religieux, comme je le disais à l'instant, représente une part importante des dossiers qui vous sont soumis chaque année. D'où nos questions. Dans quel état jugez-vous ce patrimoine ? Vous paraît-il vraiment menacé ? En quoi le loto du patrimoine permet-il de contribuer à sa sauvegarde ? La pérennité du loto est-elle désormais assurée ou avez-vous des craintes sur ce sujet ? Et enfin, faut-il faire davantage pour sauver le patrimoine religieux et le cas échéant, comment ? Autant de questions importantes sur ce sujet et je ne doute pas que mes collègues interviendront pour compléter ou aborder d'autres questions à travers leur prise de parole dans quelques instants. Mais avant de leur céder la parole, je vous cède la parole pour un propos liminaire et puis après, comme nous avions eu l'habitude de le faire, nous échangerons sous forme de questions-réponses. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à tous d'être présents et de m'accueillir au sein de cette noble institution pour parler du patrimoine. Chaque fois que j'ai eu à parler devant le Sénat de patrimoine, j'ai toujours reçu un accueil favorable. Je sais que cette maison est toujours sensible à ce qui se passe dans nos territoires et particulièrement la manière dont le patrimoine impacte directement la vie économique de nos territoires. Et parler évidemment du patrimoine religieux est quelque chose d'important parce que c'est sans doute le point, là où le bas blesse dans la question patrimoniale en France. Le patrimoine castral finalement se porte relativement bien dans la mesure où tout est fait puisqu'il y a beaucoup de visiteurs. Eh bien, on fait en sorte de le restaurer pour accueillir des visiteurs. Il y a une finalité là. Le patrimoine industriel est en très mauvais état, en tout cas le patrimoine industriel du 19e siècle. Nous essayons avec la mission Bern de le restaurer dans la mesure du possible, mais 30% des dossiers que nous étudions avec la Fondation du patrimoine eh bien, concernent directement le patrimoine religieux, qu'il soit classé ou non, protégé ou non, qu'il soit en activité, j'allais dire, c'est-à-dire sacralisé ou désacralisé, et c'est assez important. Et le hasard du calendrier a fait que cette semaine, j'ai dû me pencher sur toutes les demandes qui émanaient à la fois des DRAC et des délégués régionaux de la Fondation du patrimoine pour choisir les sites qui seraient dans le maillage territorial qu'on annoncera à la fin du mois d'août pour le loto du patrimoine, c'est-à-dire un site par département.
j'ai encore une fois été mais vraiment choqué par le nombre de petites églises de nos campagnes qui sont dans un état de déréliction extrêmement avancé. Et je crois que là, il y a un point, j'essaye de comprendre ce qui est en train de se passer dans notre pays. Il y a évidemment, et là je n'ai pas à faire de commentaires, je constate comme vous, comme tous, une déchristianisation du pays qui fait que les églises ne sont plus fréquentées. Et quand elles ne sont plus fréquentées, elles ne sont plus entretenues. D'autre part, il y a une autre chose, c'est que dans la ligne budgétaire des communes qui ont à la charge des églises, la ligne budgétaire d'entretien du patrimoine, eh bien, cette ligne est souvent mise à profit d'autres choses. C'est-à-dire qu'on n'entretient plus le patrimoine. Et toute personne qui dispose d'un bien, que ce soit un petit appartement ou quoi que ce soit, vous savez très bien que si vous n'entretenez pas chaque année votre patrimoine, il se dégrade et le coût final pour restaurer un patrimoine dégradé, c'est exponentiel. Donc la facture est encore plus lourde. Donc je vois ça partout. C'est-à-dire que pourquoi je fais le lien avec la déchristianisation, c'est que ce n'est plus un enjeu électoral. C'est-à-dire que dans les petites communes, on ne se fait pas réélire maire en disant je vais sauver l'église du village. En revanche, je vais construire un stade, je vais vous aider pour le transport scolaire, etc. Ça, je le remarque dans tous les villages où je me rends, je vois des églises dans un très mauvais état de conservation. Les DRAC aident dans la mesure du possible à hauteur de 30 ou 40%, mais la somme qui est nécessaire pour les 20% qui restent à la charge des municipalités, eh bien, souvent, les municipalités ne veulent pas. J'assiste à des conseils municipaux, ils refusent de soutenir les travaux de l'Église. Donc, il y a des maires très courageux qui le font, qui l'imposent, d'autres n'ont pas peut-être cet entre-gens, ou en tout cas cette même sensibilité au patrimoine. Donc, je vois si vous voulez, une vision très contrastée. Une chose est sûre, c'est que nous avons énormément d'églises de nos campagnes qui sont dans un très mauvais état. Et moi, ce qui me choque, c'est que, voyez-vous, on n'a pas réussi encore à faire comprendre que parfois, l'église de campagne, c'est peut-être la seule chose qui reste dans les villages de la culture. Parce que dans certains villages, il n'y a plus que ça. C'est-à-dire où on peut voir un tableau, on peut voir une œuvre d'art, une sculpture, on peut voir un bâtiment roman ou gothique. Et donc, c'est de la culture ouverte, c'est pas seulement du culte, c'est de la culture ouverte à tous, disponible à portée de main. C'est de l'art et de la culture vraiment de proximité. Et ça, on n'a pas réussi encore à le faire passer auprès. Il se trouve que le hasard, encore une fois, du calendrier fait que ce soir, il y a le village préféré des Français. Donc, j'ai pu arpenter toute la France pour voir nos villages. Je pense à la Bouille, par exemple, où je disais au maire, mais il faut sauver votre clocher, c'est quand même pas possible. On est quelques kilomètres, je dis ça pour Catherine Morin-Desailly, on est juste à côté de Rouen. Je dis, mais c'est pas possible d'avoir votre clocher sous filet, quoi. Il faut le restaurer. Il me dit, oui, mais vous comprenez, on a un problème aussi d'ingénierie administrative. Et là, je touche du doigt un autre point, c'est que quand vous êtes un maire d'une petite commune rurale, que vous avez 100, 200, 300 habitants, vous avez une secrétaire de mairie qui vous aide pour l'état civil, pour les différentes questions, parce que les maires sont très sollicités. Pour des demandes de subventions. Donc, il y a toute cette charge. J'avais proposé depuis longtemps, mais je n'ai pas été entendu, qu'il y ait à la mise à disposition des maires, des AMO, des assistances à la maîtrise d'ouvrage, de telle sorte qu'on puisse les aider à présenter les dossiers. Parce que, faute de dossiers, les crédits remontent, ils ne sont pas dépensés. Enfin, vous connaissez ça mieux que moi. Donc, il y a là un cercle vicieux qu'il faut arrêter de toute urgence, parce que nous sommes aujourd'hui dans un état d'alerte sur nos églises de campagne. Et d'autant que avec le regroupement des communes et les communautés de communes, vous avez parfois des communautés de communes qui se retrouvent avec 7, 8, 10 églises et qui me disent, les présidents des Comcom me disent, va falloir en sacrifier une ou deux, parce que nous, on ne peut pas toutes les sauver. Et donc, ça, c'est un discours que moi, je refuse d'entendre, mais que j'ai entendu dans les plus hautes sphères de l'État
et contre lequel je me bats. C'est-à-dire que je pense qu'un pays qui n'est pas capable d'entretenir son patrimoine religieux, c'est pas une question de culte, c'est une question de culture. C'est une question de respect de notre histoire, de ce qui a fait les racines de notre pays. On le doit. Et puis, c'est aussi un non-sens économique. C'est-à-dire que souvent, il se trouve que dans mon village, les gens viennent et vont voir l'église. La première chose qu'ils vont voir, ils se gardent devant, ils entrent et ils me disent, mais vous avez vu dans quel état elle est? Je dis, bah oui, mais voilà, il faut le dire au maire, on l'aide, je l'aide, mais c'est pas simple, vous voyez. Donc, c'est la première chose que font les gens, c'est d'aller voir l'église du village. Elle est au centre du village, comme on disait autrefois. Et donc, quand elle est dans un mauvais état, et vous ne pouvez pas savoir le nombre de... On a tellement attendu que maintenant, on est dans un état de catastrophe, c'est-à-dire que la mission Berne répond à des clochers qui se sont effondrés, la foudre qui est tombée, des pans entiers de murs qui sont tombés. Enfin, c'est vraiment l'état de catastrophe. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, on est sous l'avalanche de projets. Vous avez, j'imagine, vu les gens de la Fondation du patrimoine, ils peuvent le dire. C'est vraiment, on est très sollicité pour sauver les petites églises de campagne, alors que nous, on essaye, avec la mission Berne, d'être équilibré entre le patrimoine vernaculaire, le patrimoine religieux, le patrimoine castral, le patrimoine du XXe siècle, le patrimoine industriel et les maisons d'illustres. On est obligé, mais c'est énorme de voir que sur 7 ou 8 typologies de patrimoine, 30% de l'ensemble de la mission concerne le patrimoine religieux. C'est la grande majorité des sujets qui nous viennent, qui remontent des petites communes de 300, 400 ou même habitants, parce que le coût d'une église à restaurer toujours autour d'1,5 million. Et quand vous êtes dans une ville, c'est plus simple. Et quand vous êtes dans une commune de 200 ou 300 âmes, c'est beaucoup plus difficile d'atteindre. Donc, il faut d'urgence qu'on se mobilise pour sauver ce patrimoine religieux. Et j'en termine avec un point, c'est que ce patrimoine religieux au sein de la mission, c'est pas seulement les églises, c'est aussi des églises réformées, luthériennes. J'étais content de voir, je n'ai pas pu y aller, mais à Verdun, la synagogue de Verdun a été restaurée. Il y a eu celle de Thann aussi, parce que vous savez, les synagogues, en Alsace, il y a eu une vitalité du judaïsme en Alsace pendant des années. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Ça appartient à des communes et ils ne savent pas quoi en faire. Il faut les restaurer. De même pour certaines églises réformées, protestantes. Et puis des temples tamouls que nous avons restaurés sur l'île de la Réunion, des temples indiens également, de telle sorte que aucune foi n'a été mise de côté. Donc, quand je parle de patrimoine religieux, c'est tout le patrimoine religieux, quelles que soient les foi qui sont pratiquées dans notre pays. Merci pour ce propos liminaire qui évidemment fait écho à beaucoup de préoccupations que nous partageons avec vous. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Pierre Ouzoulias, peut-être Anne Ventalon, si elle est dans son écran, interviendra également, que vous nous fassiez un point sur la mission qui sera présentée la semaine prochaine. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Berne. Je vais parler aussi au nom de Anne Ventalon, avec laquelle nous avons travaillé dans un consensus absolu. Donc, j'utiliserai un pluriel, c'est un pluriel de majesté républicaine, mais c'est pour témoigner du travail qu'on a fait tous les deux. Nous partageons l'essentiel de votre constat. Et nous sommes arrivés au bout de quelques mois de cette mission, à peu près au même bilan, avec quelques nuances. Sur les chiffres, la France, c'est 100 000 édifices religieux, ce qui est l'un des plus gros patrimoines cultuels européens, peut-être après l'Italie. C'est 40 000 édifices qui sont encore utilisés pour le culte, ce qui est considérable. Et parmi ces 40 000, il y en a 15 000 seulement qui sont protégés. C'est-à-dire que l'essentiel du patrimoine religieux aujourd'hui n'est pas protégé. Ce qui est évidemment un problème majeur. Alors, vous avez parlé de déchristianisation. Je préférais parler de baisse d'une certaine pratique religieuse. Je serais plus nuancé sur le propos. Je pense que il peut y avoir aujourd'hui, notamment après le Covid, des formes d'expression religieuse qui ne passent pas nécessairement par le culte dans un édifice.
ce qui ne rend pas les choses plus faciles pour autant. Il y a environ, alors on a énormément de difficultés à avoir des chiffres solidifiés, puisque le ministère de la Culture a abandonné tout travail d'inventaire dans ce domaine. Et c'est quand même un gros problème. On pense qu'il y a entre 2000 et 3000 édifices religieux dans lesquels le culte est extrêmement sporadique, voire inexistant. Et la question, vous l'avez dit, c'est qu'est-ce qu'on va en faire pour justifier auprès des gens qui payent leur impôt le fait que ces édifices, qui sont des biens communaux, doivent continuer à être entretenus, ouverts. Et là, on a été très surpris de voir qu'il y a un consensus général, y compris du clergé que nous avons rencontré à plusieurs reprises. Et tout le monde pense qu'il faut resocialiser ces édifices du culte, c'est-à-dire pas abandonner leur vocation religieuse quand elle existe, mais permettre d'autres activités pour que la société, et très souvent la société villageoise, la petite communauté villageoise, s'empare de ce patrimoine en y développant des activités qui permettent de justifier auprès de la commune qu'on puisse continuer à engager des fonds sur leur restauration. Il y a un bilan qui avait été fait il y a une vingtaine d'années et il n'était pas arrivé jusqu'à cette conclusion par manque de consensus. Aujourd'hui, 20 ans après, on peut vous assurer que tout le monde est d'accord et que ministre du culte, affectataires, communes veulent travailler sur la co-affectation, sur une affectation partagée de ces édifices, et ça nous semble extrêmement important. Le bilan qu'on fait, mais vous le connaissez comme nous, malheureusement, c'est que c'est plus le domaine de l'État. L'État, ministère de la Culture, Direction du patrimoine, DRAC nous a dit, sur le patrimoine non protégé, nous, c'est fini. Mais avec la dureté avec laquelle je vous l'exprime. Voilà. On est incapable, avec nos moyens humains, nos moyens budgétaires, d'apporter de l'aide à la maîtrise d'ouvrage aux collectivités et que quelques financements. Donc, les solutions, elles existent, mais plus du côté de l'État. Voilà. Et ce qu'on a essayé de faire avec ce rapport, c'est de montrer qu'il peut exister à une autre échelle, dans la relation entre la commune et le département, des solutions intéressantes, à la fois pour apporter de la maîtrise d'ouvrage et aussi un peu d'argent, parce qu'il y a quelques ressources budgétaires qui pourraient être mobilisées. Donc la question de fond, et c'est là aussi où je vous interpelle un peu, c'est est-ce que le moment n'est pas venu, sans se lancer dans une grande loi, de réfléchir aux différents niveaux de compétences de l'État, des collectivités sur le patrimoine. Nous avons le sentiment que le patrimoine de proximité non protégé doit être sorti de la compétence de l'État qu'il n'exerce plus. Et on doit aujourd'hui donner aux collectivités, essentiellement départements et communes, moins la région, des outils pour apporter aux communes ce dont elles ont besoin et dont vous avez témoigné très justement, c'est-à-dire cette impossibilité de mobiliser de la maîtrise d'ouvrage pour faire face à des travaux qui sont complexes et aller chercher des subventions qui existent. Parce que très souvent, il y a de l'argent, mais les petites communes ne savent pas comment aller le chercher. J'ai été très heureux de vous entendre parler des synagogues alsaciennes parce que c'est un problème majeur que nous n'avions pas vu et que nous avons découvert pendant cette mission. Alors, les synagogues alsaciennes, du fait du concordat, elles ne sont pas propriété des communes, mais propriété des édifices publics du culte. Et dans le Haut-Rhin, notamment, dans le Sungo, aujourd'hui, les communautés juives n'ont plus les moyens de les entretenir. Et tout ce patrimoine est en train d'être vendu, transformé de telle façon qu'il peut y avoir un risque dans quelques temps que les édifices liés à la pratique du culte juif en Alsace disparaissent complètement. Alors que ça a été le cœur de la judaïté française et que nous devons, notamment par rapport à tout ce qui s'est passé au moment de la seconde annexion, un effort de solidarité nationale pour sauver ce patrimoine. Et on le dit avec ma collègue Anne Ventalon, avec un peu de solennité, là, il y a un dossier national et je suis très heureux que vous en ayez parlé parce que c'est quelque chose qui nous a vraiment perturbés. Voilà. J'en finis là, Monsieur le Président.
vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que sur la compétence, la répartition des compétences. Je vous donne un exemple. Moi, finalement, c'est ce qu'on voit au quotidien qui est le plus simple. Notre église abbatiale dans mon village est en mauvais état. Il y a des problèmes pour la restaurer. On a trouvé beaucoup d'argent, mais il y a plusieurs tranches de travaux. On s'est dit, mais les habitants se sont désintéressés des travaux qui durent depuis une dizaine d'années parce qu'à l'intérieur, ils ne voient rien avancer. Ils ne voient rien. Donc, on s'est dit, dimanche dernier, on va nettoyer l'église. C'est-à-dire, elle fait 64 mètres de long, deuxième édifice religieux le plus important d'Eure-et-Loir après la cathédrale de Chartres. C'est pas rien. On a une association qui s'appelle Sauvegarde de l'église abbatiale. On est allés tous, mais la DRAC nous a donné juste des recommandations. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit d'utiliser tel chiffon, pas tel, voilà, on nous donne des indications. Et puis nous, on a nos bras, nos mains et on y va. Donc, vous voyez, il y a là une déconnexion totale entre ce qui se passe dans la réalité du terrain. Et puis, alors ça, c'est la faute de ces grandes régions, puisque notre DRAC est à Orléans, vous voyez, à 2h30 de route. Donc, si vous voulez, bon, c'est facile de nous donner, et encore, ils font beaucoup d'efforts, parce qu'ils viennent chaque fois que c'est nécessaire. Et donc, avec notre bonne volonté, on essaye de faire des choses pour qu'au moins les visiteurs voient une église en état de fonctionnement. Là où vous avez 1000 fois raison, c'est que le culte est sporadique. La messe dans cette église abbatiale qui est spectaculaire, quand même, carène de navire renversé, elle fait, il y a une messe toutes les 7 semaines ou 8 semaines, et pour une vingtaine de personnes. Donc, ma critique n'est pas du tout de là. Après, on utilise les mots qu'on veut pour dire déchristianisation ou baisse du culte. Il y a d'autres formes de culte, vous avez raison de le souligner. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un édifice religieux dans lequel on n'entre plus, il se dégrade parce que plus personne ne voit les dégradations qui s'y produisent, les pierres qui tombent. C'est la même chose d'ailleurs pour tous les palais archiépiscopaux. J'ai eu cette discussion avec l'archevêque de Strasbourg qui me disait je ne chauffe plus le palais, puisque le Saint-Père ne nous autorise plus à l'habiter. Il vit dans un 2 pièces cuisine, et donc le palais est ouvert pour les journées du patrimoine. Par chance, à Rouen, le palais archiépiscopal a été réutilisé pour l'historial de Jeanne d'Arc. Donc au moins, on lui a donné une nouvelle vocation. Ce qui est frappant dans ce que vous dites, et qui rejoint la réalité de la mission, c'est que souvent on est alerté par dans l'édifice religieux, vous avez aussi tout ce qui est les couvents, les monastères, tous ces énormes patrimoines religieux, des congrégations religieuses qui n'ont plus lieu d'être. Il n'y a plus de moines, plus de religieuses dans certaines régions. Je pense par exemple à Tréguier. Les sœurs de Tréguier nous appellent tous les ans, elles déposent un dossier tous les ans. C'est énorme, énorme. Alors on les a aidées en 2018. C'est vrai que pour les sites emblématiques de cette année, on a dit on va encore aider les sœurs de Tréguier, mais ce qui m'a frappé dans leur projet de restauration, c'est le projet de valorisation. C'est-à-dire de se dire, mais elles se sont dit, et elles ont raison, c'est au fond l'accueil des moines n'a plus de sens ou des moniales. En revanche, l'accueil des enfants autistes, un accueil, on reste dans la charité, on reste dans la vocation religieuse initiale. Mais peut-être on peut l'aide sociale, l'aide aux personnes défavorisées, l'aide aux handicapés, l'aide aux intergénérationnels, faire en sorte que les jeunes étudiants puissent vivre avec des personnes qui sont en extrême dépendance. Donc il y a là des projets à établir. Nous, on essaye de les aider parce que, voyez-vous, dans la mission, on aide que quand il y a un vrai projet de revalorisation. C'est-à-dire sauver le patrimoine pour le sauver simplement pour que ça soit joli, ça n'a plus de sens aujourd'hui. Il faut retrouver une raison d'être. Et enfin, voilà, il faut donner du sens. Et enfin, la dernière chose, vous avez raison, c'est les compétences. Je pense que ça n'a plus... Il faudrait que ça soit... que les communautés de communes, et je vois que mon département, par exemple, l'Eure-et-Loir, le président du département est très soucieux. Il a comme autrefois Albéric de Montgolfier, il a donné de l'argent pour que on puisse restaurer toutes les petites églises du département. Ça, je pense qu'il faut remettre un niveau de compétence au département avec les communes, avec une réserve, si vous m'y autorisez, c'est que je pense qu'il faudrait
comme il y a la commission du Vieux Paris, j'espère qu'elle fonctionne toujours, parfois j'en doute, mais enfin bon, ça c'est un autre sujet, il faudrait qu'il y ait une commission qui puisse de façon très, très pérenne puisse juger de l'importance patrimoniale des lieux, ce que fait normalement la Direction générale des patrimoines, mais qu'il faut renforcer au niveau local. Je pense que, par exemple, le président de la région Normandie a eu raison de nommer un conseiller patrimoine pour sa région, parce que c'est important d'avoir une expertise de ce qui est urgent, qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Vous voyez, moi j'étais très content de ne pas y aller avec des seaux d'eau, nettoyer l'église. On y va avec des chiffons qui sont spéciaux, qui n'abîment pas les statues, qui n'abîment pas les œuvres. Les têtes de loup permettent d'enlever les toiles d'araignée sans abîmer les œuvres. Voilà, il faut qu'on puisse avoir dans chaque région, dans chaque département, au niveau départemental, puisque c'est ce que vous dites très justement, il faut qu'il y ait des experts aussi qui protègent le patrimoine. S'il n'y a plus la compétence de la DRAC, il faut imaginer une autre compétence pour éviter que des erreurs dramatiques soient commises. En tout cas, il y a peut-être un exemple que j'aimerais dire pour qu'on comprenne bien l'enjeu du patrimoine religieux. J'avais alerté le président de la République, le ministère de la Culture, lorsque la Cato de Lille a voulu détruire l'église Saint-Joseph pour construire des bâtiments qui rapportaient sans doute plus, qui étaient des logements pour les étudiants. J'ai dit, vous allez avoir un vrai problème politique à partir du moment où vous laissez détruire ce bâtiment. Tout le monde a donné son feu vert. La Cato l'a demandé, la ville de Lille a donné son feu vert. Franck Riester, qui était alors ministre de la Culture, a demandé un moratoire. Et puis ensuite, il y a une lettre du DG PAT qui a dit, au fond, il n'y a aucune valeur patrimoniale dans cette église du 19e siècle, permis de démolir. Et elle a été démolie. Mais vous n'imaginez pas le choc. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où les Français sont... Alors, ils ne fréquentent peut-être pas l'église, mais ils sont choqués quand vous détruisez une église. Et je les comprends. Je trouve que détruire le patrimoine religieux, c'est faire outrage à notre mémoire collective. De la même chose, et là où je vous rejoins, pourquoi j'ai été ému par le sort des synagogues d'Alsace, c'est que c'est notre mémoire collective, de même que les églises réformées aussi. Et donc, c'est faire outrage à notre mémoire collective que de laisser à l'abandon ces églises et de me dire, oh ben non, il y en a bien une sur 7 qu'on va pouvoir détruire. Non. Donc, je pense qu'il faut trouver des solutions ensemble, par la loi, par peut-être imaginer des scénarios. Et vous avez raison, il y a plein de gens qui se mobilisent. Il y a par exemple, on a réuni un collectif de chefs d'entreprise avec la Fondation du patrimoine pour Églises en péril. Sauver ces petites églises de campagne. Et je remercie un certain nombre de mécènes, et je vais vous donner qu'un exemple. J'avais le maire de Beausène la Beausène, pardon, le maire de la Beausène, c'est chez vous, oui. Le maire de la Beausène qui m'a appelé, il m'a dit on a besoin de l'argent. Puis le loto du patrimoine, et il a trouvé qu'il n'y avait pas assez, on a donné 40 000, 50 000. Et puis il se plaint, et moi je suis un jour à la télévision et je dis je suis désolé, parfois, la première année, c'était en 2018, j'ai voulu aider 250 monuments au lieu de 100 qu'on fait par an maintenant. Évidemment, le gâteau, quand il est plus grand, la part est plus petite, évidemment, quand vous le partagez, alors que le loto rapporte, bon an, mal an, plus de 25 millions d'euros par an. Eh bien, François Pinault m'a entendu le dire à la télévision, il m'a appelé, il m'a dit, il manque combien pour la Beausène? Et il a payé la somme qui manquait. Je le dis parce qu'il y a des mécènes, il y a des générosités, il y a des gens qui sont prêts à aider l'église du village ou la synagogue de leur village. On a trouvé l'argent, par exemple, on parlait de Verdun. J'ai initié le projet de Verdun avec la Fondation du patrimoine et la Fondation du judaïsme français a dit ben, on suit le projet. Donc vous voyez, vous arrivez, quand vous initiez un projet, c'est un peu un jeu de domino, c'est-à-dire que tout le monde... ça sert de levier en fait, et je crois qu'on peut y arriver à sauver monument par monument. Pardon, je suis toujours très long dans mes réponses, je vous prie de m'excuser. Olivier Paccaud, Sonia de la Provôté, Sylvie Robert et Bruno Retailleau.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Stéphane Bern, pour votre engagement et votre passion, votre foi, votre amour du patrimoine. C'est vrai que la France est un pays béni des dieux du patrimoine. Pierre a rappelé les 40 000 édifices religieux. Ça peut, dans certains cas, être considéré comme une charge. Ça doit, à mon avis, être plutôt considéré comme une chance, comme un atout pour l'attractivité de nos territoires. J'ai eu, moi, personnellement, le plaisir de mener avec notre collègue Else Joseph, qui n'est pas là, de rendre un rapport sur l'utilisation des crédits dévolus au patrimoine dans le cadre du plan de relance. Et beaucoup de choses très positives ont été faites, le plan cathédrale, par exemple, mais là aussi, la ruralité avait été oubliée. Alors, vous insistez dessus, vous avez bien insisté sur le fait qu'une église est bien plus qu'un lieu de culte, c'est un lieu de culture, c'est un lieu social. Moi, ce week-end, comme la plupart de mes collègues, j'ai fait plein de manifestations, j'en ai fait 10. Sur 10, j'en ai 3 qui ont eu pour cadre une église. Une paroissienne à Ravenel a remis 60 000 € de dons à une association de réfection de la commune. À Reilly, dans le Vexin, il y avait une exposition de peinture. Et à Saint-Thibault, on a posé un coq au-dessus du clocher. Alors, j'ai une question très précise qui rejoint un peu ce qu'a dit Pierre Ouzoulias tout à l'heure sur la notion de coaffectation. Dans mon département de l'Oise, la plupart des églises se portent pas si mal que ça, parce qu'on a la chance d'avoir un département, je suis conseiller départemental, qui met pas mal d'argent sur l'entretien de son patrimoine, parce que la région commence à mettre, parce que l'État, via la DETR, ce qu'il ne faisait pas auparavant, commence à mettre aussi un petit peu, parce qu'il y a des communautés de communes qui mettent, et il y a une communauté de communes, c'est celle des Sablons, qui, depuis 20 ans, a entretenu tout son patrimoine. Elle a rénové les 20 églises, il n'y en a que 20, mais c'est déjà beaucoup, les 20 églises, maintenant le patrimoine castral, donc tout le monde s'y est mis. Alors, je ne sais pas si le fait de donner un chef de fila pour la compétence entretien du patrimoine sera une bonne chose, parce que quand tout le monde s'y met, on peut avoir des résultats remarquables, il faut simplement une volonté. En ce qui concerne la coaffectation, je vais vous donner un exemple. Dans mon département, j'ai une commune qui s'appelle Catillon-Fumechon. C'était 2 communes qui ont fusionné à la fin des années 60. Qui dit 2 communes dit 2 églises. Et ces 2 églises, c'était compliqué pour la municipalité de les entretenir. Ils ont fait un choix qui a pu étonner, surprendre, voire un tout petit peu choquer au début. Ils ont décidé de transformer l'une des églises, celle de Catillon, en mairie, salle polyvalente. C'est la plus belle salle polyvalente de l'Oise, avec des vitraux merveilleux. C'est peut-être la plus belle église de l'Oise. Alors, il y a beaucoup de communes d'une certaine taille qui ont plusieurs églises et qui ont pu, parce qu'elles avaient été désaffectées au culte, les transformer en lieux dédiés à la pratique notamment culturelle, lieu d'exposition. Mais justement, est-ce que cette conversion, entre guillemets, des édifices religieux vous choque? Est-ce que ça vous semble au contraire une voie pour faciliter un meilleur entretien, une meilleure transmission de ces pierres, de ces vieilles pierres? Est-ce que c'est une piste à creuser à votre avis? Parce que beaucoup de gens le souhaiteraient, enfin moi je l'ai constaté, et quand Pierre tout à l'heure a dit qu'il y avait un consensus, moi je connais des prêtres qui n'ont pas envie qu'il y ait des concerts dans leurs églises, par exemple. L'évêque de Beauvais est pas trop chaud. Quand on lui dit qu'il va y avoir un concert, il veut savoir de quoi il s'agit. Puis si c'est pas du gospel, il n'en veut pas trop. Voilà. Donc, est-ce qu'il ne faut pas creuser là-dessus? Voilà. Vous prenez toutes les voilà, questions. on prend toutes les interventions. Sonia de la Provoté. Oui, merci beaucoup. Effectivement, c'est un grand sujet, ce sujet du patrimoine religieux. Et nous avions, avec Michel Dagbert, à l'initiative de la délégation collectivité territoriale, produit un rapport concernant les maires face à leur patrimoine historique. Et très rapidement, c'est vraiment la question des édifices religieux qui arrivait au premier plan, avec notamment un événement qui a été non négligeable, 2 événements non négligeables dans cette affaire. Le fait que l'État n'assure plus l'assistance à maîtrise d'ouvrage, or c'est quasi le nœud du problème.
c'est-à-dire à la fois monter, faire le diagnostic, monter tout ce qui est nécessaire pour mettre en œuvre une rénovation ou parfois massive des bâtiments, et puis le montage financier, parce que ça reste un sujet important, et on sait que dans le patrimoine religieux, une très grande majorité n'est pas classée. Et donc, il y a un vrai sujet du fait que ce patrimoine échappe aux écrans radars, mais pas tout à fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'État décide d'accompagner, ou les collectivités décident d'accompagner, eh bien, à ce moment-là, même non classées, les contraintes arrivent en pagaille. Et donc, je souhaitais dire qu'il y a peut-être un sujet sur le classement, et trouver une façon de pouvoir accompagner en étant moins ambitieux sur le montant des factures et le programme qui est proposé, parce que les maires, moi j'ai encore un exemple tout récent, hein, un maire qui avait bouclé son budget, l'État propose d'accompagner dans le cadre du plan de relance, église donc classée. L'ABF intervient, on demande un architecte du patrimoine, on demande des entreprises spécialisées, la facture est multipliée par 20 et ça n'a toujours pas commencé, alors qu'il y a un an, le chantier aurait pu commencer. Et donc, je pense qu'il y a une forme d'urgence qui nécessite une forme d'urgence administrative qui permettrait d'investir massivement. Le deuxième élément, ce sont les communes nouvelles, vous l'avez justement signalé, et de la part de l'accompagnement de l'État, il est nécessaire d'accompagner plus ces communes nouvelles qui, à 10 communes rurales, 8 000 habitants, se retrouvent avec 7 édifices religieux à gérer. Je pense qu'on pense à la même commune nouvelle, et donc on voit bien que là c'est incommensurable et on ne peut pas y parvenir. Le deuxième sujet, c'est le sujet de l'entretien. J'allais dire, la question des églises en France, c'est la question de l'entretien du patrimoine en France, c'est-à-dire qu'on retrouve au sujet des églises toutes les problématiques qu'on a au niveau du patrimoine. Et donc, tous les ans, au moment du projet de loi de finances, on intervient sur la question du budget entretien du patrimoine, et cette veille nécessaire avant qu'on arrive à des arrêtés de péril. Clairement, il serait bien qu'il y ait un budget entretien au niveau des DRAC qui mériterait d'être estimé, destiné à ce patrimoine religieux, parce que on voit bien que quand il faut protéger un clocher ou le refaire intégralement, il y a une facture qui est complètement différente. Et puis, le dernier sujet, c'est dire aussi que les églises sont des musées. Dans les églises, il y a des tableaux. Je suis allée inaugurer les travaux d'une église ce week-end. Il y a des tableaux de peintres flamands extraordinaires. Je veux dire, il y a les tableaux, il y a le mobilier, les objets d'office et de culte, les statues, etc., etc. Et tout ce patrimoine, des registres aussi. Il y a des registres qui datent du Moyen Âge. Dans certaines petites églises, on ne le sait même pas. Et je pense qu'au-delà de l'inventaire du bâti, il y a cet inventaire de tout ce mobilier qu'il faut faire et qu'il est nécessaire de faire, parce que ça appartient aussi à nos trésors nationaux, et certains sont complètement méconnus et ni protégés. Donc, peut-être avoir finalement un référent ad hoc par département pour pouvoir faire ce travail de collation et d'évaluation de tout le patrimoine complet lié au religieux. Merci. Sylvie Robert, vous êtes nombreux à vouloir intervenir, donc si vous pouvez être synthétique dans les interventions. Merci, Monsieur le Président. En général, je le suis, donc je vais essayer de l'être de nouveau. Merci, Monsieur Berne, en tout cas, et d'avoir cité Jérémy Loisel, le maire de la Bossène. Il vous en est éternellement reconnaissant, parce que c'est vrai que ça a déclenché l'attention de François Pinault, qui est d'ailleurs très attentif à ce qui se passe dans mon département, et il a fait beaucoup de jaloux auprès de pas mal de maires, je peux vous dire. En tout cas, c'était une belle aventure. Alors moi, je voudrais attirer l'attention, mais du coup, ça prolonge un peu les propos de Sonia sur le patrimoine mobilier. Et sur le fait qu'il faut avoir à l'esprit le sort de beaucoup de collections de livres et d'archives
des communautés religieuses et des diocèses, qui d'ailleurs sont devenus propriétés de l'État, mais qui sont restés dans les diocèses et qui sont en grand danger parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de personnel et il n'y a pas de moyens pour pouvoir les gérer et les entretenir. Et je le dis d'autant plus que c'est un patrimoine qui peut disparaître, c'est notre patrimoine national. Et j'ai observé, et c'est une préoccupation que je partage avec vous, des ventes publiques de bibliothèques entières de séminaires diocésains qui sont en plus, pardon de le dire, à la limite de la légalité. Et je crois qu'il faut être vraiment attentif. Alors, je demandais à Pierre si la mission intégrait cette question du patrimoine mobilier, mais en tout cas, sur la question de ces archives et des collections de livres qui peuvent être absolument magnifiques, je pense qu'il y a un vrai danger aujourd'hui. L'État ne s'en occupe pas et il n'y a pas vraiment les personnels et les moyens aujourd'hui dans les diocèses pour s'en occuper. Voilà, Monsieur le Président, je crois avoir été synthétique, mais j'alertais en tout cas sur une dimension qui me semble aujourd'hui extrêmement importante. Si nous aimerions tous avoir François Pinault dans notre département. Bruno Retailleau. Trois éléments. D'abord, pour remercier Stéphane Bern d'utiliser sa notoriété publique pour une cause d'intérêt général. Il y a tellement, entre guillemets, de people qui sont tournés vers eux-mêmes et je pense qu'il faut que on salue cette activité qui est une mission de service public. Vraiment, un immense merci, Stéphane Bern. Le deuxième élément, le patrimoine religieux. Bien sûr, il y a l'aspect culturel qui nous relie à travers l'histoire aux générations, qui fait qu'en réalité, il y a une question de transmission. On parle de la nature, un patrimoine naturel à transmettre, mais ça, c'est absolument fondamental. Il y a l'aspect économique, bien sûr, puisque les visites touristiques sont aussi en France des visites du patrimoine, profane ou religieux. Et je dirais que pour nos communes, pour nos villages, on n'en parle jamais. Il y a un aspect d'urbanisme. On est souvent, nous, élus locaux, enfin anciens élus locaux ou même sénateurs attachés à l'urbanisme, mais vous enlevez l'église au milieu du village et le village est déstructuré. Et ça n'est certainement pas les pavillons aujourd'hui qui sont d'anciens champs à vaches transformés en tablettes de chocolat qui vont améliorer le cadre, la qualité de vie qu'on offre à nos compatriotes. Donc ça, c'est le premier point que je voulais resituer quelque chose de plus large, d'une perspective plus large sur l'utilité du patrimoine. Deuxième élément, ce que je veux dire aussi, c'est comment fait-on maintenant pour avancer? La question, me semble-t-il, ne concerne que marginalement le patrimoine protégé. Dans ma région, j'étais président de département, j'étais président d'intercommunalité, de département et de région. On a avec l'État une grille qui nous permet d'avoir à peu près 80%, et parfois même au-delà, pour des communes qui sont pauvres, sur le patrimoine protégé. La question, c'est le patrimoine non protégé. Et dans le patrimoine religieux, je dirais même que ce sont d'abord les églises du 19e siècle qui ont été construites un peu à la va-vite sur des architectures parfois pas toujours top. C'est celles-là qui présentent souvent le plus d'urgence. Donc moi, je pense qu'il y a plusieurs éléments que je veux porter à votre connaissance. Sur la question des compétences, moi, vous vous souvenez, dans le cadre de la loi NOTRe, on nous a vendu à l'époque cette idée qu'il ne fallait plus de financement croisé parce qu'un jardin à la française, c'est toujours mieux, c'est cartésien, etc. Ça, c'est de la bêtise. Il faut préserver la capacité d'avoir plusieurs financements. La communauté de communes, le département et la région. Et à tous, bien sûr, la fondation, le loto, etc. C'est comme ça qu'on pourra y arriver. Voilà. Et il ne faut surtout pas que les collectivités plafonnent trop. Enfin, moi, ce que j'avais fait pour mon département et la région, c'est que je dis aux collectivités, moi, je plafonne, par exemple, à 20% ou à 30% de 500 000 euros, mais vous me faites des tranches comme ça sur 3 ans, vous déplafonnez et on va jusqu'à 1,5 million en 3 ans. Donc, attention aux compétences. 2, les compétences, notamment en matière départementale. Je rappelle que une des grandes compétences culturelles transférées par les lois de décentralisation, ça a été le département, notamment pour les archives départementales. Je pense que pour tout ce qui est, parce que on parle de regroupement de paroisses aujourd'hui, d'un remembrement même, parfois, évidemment, il y a de moins en moins de curés, mais il y a aussi les communes nouvelles, très bien. Mais dans le regroupement des paroisses, il va y avoir des archives qui pourraient disparaître. Je pense que c'est le rôle, alors très clairement, des archives départementales. Autant je ne veux pas d'un chef de filat sur le patrimoine religieux, autant sur cette question-là, je pense que c'est clairement le département, et on a un corps, notamment qui vient de l'école des Chartes, etc., qui est un des meilleurs corps au monde. Il faut s'appuyer sur eux. Deuxième chose,
Sur les objets antiquités, etc., voilà, c'est aussi notamment le département. Parce que là encore, on peut s'appuyer sur des conservateurs, c'est ce que j'ai fait, qui peuvent mettre en lumière un certain nombre de collections de chasubles, enfin, etc., d'objets cultuels. Ça, c'est. Et dernière chose sur les compétences, moi je pense que, évidemment, on parle souvent ici de décentralisation, je pense que la déconcentration, ce doit être de redonner au préfet de département le rôle de coordination de toutes les administrations d'État. Et je pense qu'il faudrait soumettre les DRAC aussi à une forme, là aussi, d'action, d'autorité du préfet de département, parce que le préfet de département, il a cette finesse d'analyse que n'a pas le préfet de région. Et les grosses administrations départementales, DRAC, DRIR, etc., enfin, que vous connaissez comme moi, sont en suspension. Ce sont des fausses déconcentrations. Elles sont clipsées directement sur leurs administrations centrales et donc ça ne fait pas avancer le chemin. Troisième élément, dernier élément. Il faut trouver des utilités nouvelles, bien sûr cultuelles, évidemment, quand le culte est toujours célébré, quand il y a une affectation au sens de la loi 1905, mais il faut vraiment avoir aussi pensé à autre chose. Quelques exemples. Un exemple, nous, on a mis en valeur, derrière des vitres blindées, les trésors des églises, des petites églises que le département, la région ont subventionnées, ce qui permet d'avoir, que ce soit sur du tissu, chasuble, sur des calices, etc., qui sont des éléments précieux dans les petites églises, ça permet d'avoir une visite. On peut aussi, par des moyens très simples aujourd'hui, avoir un déclenchement d'une musique et aussi d'un commentaire qui permettent une lecture expliquée. Bon, ça, ce sont des choses qui permettent de rendre le patrimoine plus accessible. Deuxième chose, je pense, on a sauvé une église du 19e, on y a fait un centre du vitrail. Les bancs se retournent très facilement. C'est le dossier qui pivote dans un sens quand il y a le culte, dans l'autre sens quand c'est pour l'exposition temporaire ou l'exposition permanente. Mais il peut y avoir, évidemment, qu'on ne va pas les transformer en boîte de nuit quand elles sont toujours affectées au culte. Mais il peut y avoir dans les communes un objet culturel, de salles d'exposition qui peuvent permettre justement à ce nouveau patrimoine de retrouver une raison d'être. Voilà ce que je voulais dire très, très rapidement. N'oubliez pas quand même, hein, j'ai le bonheur de présider la Biroile de Fontevraud, le patrimoine a une puissance de suggestion et de création. Et les résidences d'artistes, c'est très souvent dans ces lieux-là, parce que ce sont des lieux inspirants. Donc, n'opposons pas le patrimoine qui serait fermé sur le passé et la création qui serait ouverte sur le présent et l'avenir. Les choses sont... Voilà ce que je voulais dire rapidement. Alors, Catherine Morin-Desailly, Monique de Marco et Alexandra Borchio-Fontin. Merci, Président. Saluer la présence de Stéphane Bern. C'est toujours un plaisir de vous entendre, cher Stéphane. Pour rebondir sur ce que vient de dire Bruno Retailleau, beaucoup de collectivités territoriales ont maintenant des politiques en faveur de la culture en général, du patrimoine et de la création en particulier, qui articulent justement la mise en valeur des lieux de patrimoine et avec la mise en résidence d'artistes, des projets d'exposition. En tout cas, c'est ce qui se fait dans pas mal de régions maintenant, je note, mais c'est ce qui est bien sûr à encourager. Pour rebondir également sur ce qui a été évoqué sur la répartition des compétences, je ne sais pas si définitivement il faut attribuer les compétences à tel ou tel niveau de collectivité territoriale. Je serais un petit peu plus prudente, comme l'a rappelé Bruno Retailleau, l'esprit de la loi NOTRe, où les différents niveaux de collectivité territoriale ont réclamé à tout prix de conserver la compétence sur la culture. Maintenant, c'est vrai qu'elle peut être fléchée. Ce qui se passe assez naturellement, moi j'observe que dans pas mal de régions, en réalité, ce sont les communes et les départements qui interviennent sur les églises, notamment non protégées, et que les régions vont elles aussi intervenir sur le patrimoine religieux, mais davantage sur les très grands édifices qui nécessitent la mobilisation de fonds extrêmement importants, les grandes abbayes, les cathédrales, les grandes églises qui ne sont pas forcément d'ailleurs toujours propriété de l'État, et que ça se fait un peu naturellement au gré des choses. Au demeurant,
je pense que les communautés de communes sont appelées davantage à participer parce qu'une petite commune, très clairement, elle ne peut pas trouver les moyens d'aller restaurer son église et qu'à travers un projet à l'échelle de la communauté de communes qui donne aussi une affectation et un usage partagé, comme ça a été évoqué, il y a des tas d'exemples sur le modèle québécois aussi qui est intéressant d'aller regarder. Ça permet de construire un projet à l'échelle d'un bassin de vie et ces projets, ils peuvent aussi être financés par les départements et les régions dans le cadre des contrats de territoire ou dans le cadre des contrats de développement culturel de territoire. Donc, je pense qu'il faut que chacun s'y mette en réalité dans le cadre peut-être de comités régionaux du patrimoine aussi qui pourraient se créer pour traiter cette question de l'urgence du patrimoine religieux. Ça me semble tout à fait utile de se mobiliser aussi sur la question des édifices en péril, en absolu péril, des églises fermées. Je crois que l'Observatoire du patrimoine religieux notait que 500 édifices étaient fermés. Et d'autres sont en très grand danger, très, très grand danger. Donc, comment d'abord on accompagne les élus dans la prévention de ces dangers, vu la situation sanitaire de leur édifice, et surtout, qu'est-ce que l'on fait pour créer peut-être un fonds d'urgence dans lequel chacun participe. Mais ça, c'est un vrai sujet parce qu'on a le cas de l'incendie de Notre-Dame, encore que les causes ne soient pas encore complètement établies, mais il y a d'autres édifices religieux qui ont brûlé et sont en passe de pouvoir brûler un jour ou l'autre. Donc, comment on prévient ce péril? Moi, c'est ma plus grande des préoccupations aujourd'hui. Et l'usage partagé doit être absolument promu et on doit être inventif, créatif. Et je crois que ça redonne complètement le sens, faire un lieu de socialisation. Et à cet égard, dernière remarque, je pense qu'il faudrait absolument que l'Europe participe à travers ses fonds de cohésion. Les fonds de cohésion, Leader, FEDER, dans le mot cohésion, on peut se dire que le patrimoine participe de la cohésion. Et il faut une porte d'entrée clairement établie désormais de l'Europe, d'affirmation de ses compétences. Rien ne l'empêche aujourd'hui dans les traités européens. Et que l'on puisse utiliser aussi ces fonds pour pouvoir, dans le cadre d'un projet de territoire qui participe du développement économique, de la qualité de vie et de l'environnement, agir. Monique de Marco. Je vous remercie. Je suis donc sénatrice de la Gironde, un très beau département riche en patrimoine, bien sûr. Je voulais rebondir justement sur ce que vous venez de dire, aller chercher des fonds et des fonds européens. Je pense que c'est possible et on n'y pense pas suffisamment. C'était une de mes suggestions, mais je reviens sur une piste qui n'a pas été encore abordée. Nous avons vu que suite à l'incendie de Notre-Dame, donc il y a eu une forte mobilisation de mécènes, industriels, milliardaires, mais aussi donc de simples citoyens qui ont contribué financièrement à participer à la rénovation. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait aussi motiver et intéresser ce petit patrimoine local, donc un mécénat peut-être industriel, particulier, citoyen, et comment pourrait-on faire ceci et à quelle échelle? Très synthétique. Alexandra Borchio-Fontain, qui est derrière son écran. Alexandra, il ne doit pas y avoir le micro, Alexandra. On ne t'entend pas. Oui, vous m'entendez? Bon. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Je voudrais d'abord remercier Monsieur Bern tant pour votre présence que vos propos et explications et saluer le travail, bien sûr, de mes collègues Anne Ventalon et Pierre Ouzoulias. Alors, dans une tribune de juillet 2020, vous êtes revenus sur l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Vous avez souligné d'ailleurs avec justesse que ce drame avait tant marqué les esprits, croyants et non-croyants, du fait que chacun pensait Notre-Dame éternelle, invulnérable. Pourtant, la réalité est tout autre. Et là encore, vous le constatez en estimant à 5000 le nombre d'églises en souffrance à travers la France. Alors bien que leur entretien incombe eh bien, aux maires, tous ne parviennent pas bien sûr à remplir cette mission et se retrouvent souvent impuissants face au délabrement de leur patrimoine religieux. On en a parlé. Tous par ailleurs ne peuvent pas forcément compter bien sûr sur le soutien de leur conseil départemental, comme c'est le cas dans mon département des Alpes-Maritimes où je siège et où nous avons pu soutenir assez récemment 2 chapelles, notamment à Antibes, à Tende ou encore à Nice. Alors
pour faire face à une partie de notre héritage qui part en poussière, il est impératif que nous réagissions et donnions bien aux maires co-citoyens des leviers d'action efficaces. Le loto du patrimoine, bien sûr, en est un. En 2017, vous aviez suggéré de rendre payante l'entrée des cathédrales pour les touristes, comme c'est le cas d'ailleurs dans de nombreux édifices religieux dans le monde. Donc ma question est la suivante. Maintenez-vous votre proposition? Et si oui, comment parvenir à distinguer et donc à faire payer le touriste du croyant qui vient se recueillir? Et enfin, dernière intervention, celle de Sabine Drexler, qui est également rapporteure des crédits budgétaires pour notre commission sur le patrimoine. Oui, bonjour Monsieur Bern, chers collègues. Alors, je suis en Argentine en mission d'information, mais je tenais vraiment à être présente à cette audition ce matin en qualité de rapporteur pour le patrimoine, mais surtout pour avoir l'occasion de vous dire, Monsieur Bern, à 4h30, heure locale, tout le respect et l'estime qui sont les miens pour votre engagement pour le patrimoine non protégé. À la collectivité européenne d'Alsace, où je suis élue, je suis déléguée au patrimoine bâti et la mission qui est la mienne est de tout faire pour sauver ce qui nous reste de nos maisons anciennes. Alors, sachez, Monsieur Bern, que vous lire, vous écouter, vous regarder faire aussi me donne le courage de porter cette mission. Je sais que la sauvegarde des maisons anciennes vous tient très à cœur et que vous soutenez fortement l'engagement associatif qui est très fort dans ma région. Je voulais vous dire que de vous savoir à leur côté donne à tous ceux qui se mobilisent, qui donnent tout pour leur patrimoine, les meilleures raisons du monde, les meilleurs arguments et l'énergie aussi qu'il faut pour continuer leur combat, parce que c'est bien souvent de cela qu'il s'agit. Alors, je suis élue d'une commune de 900 habitants à qui on vient de présenter un devis de 700 000 € pour rénover son église, simplement pour effectuer les travaux minimums qui permettraient d'éviter qu'elle ne continue à se dégrader. Je suis également présidente d'une société d'histoire qui, depuis 15 ans, se mobilise pour préserver, pour restaurer, pour valoriser et enfin pour transmettre les traces de l'histoire juive qui a uni en son temps les communautés juives et chrétiennes du Sungo. Et grâce à une trentaine de bénévoles, nous collectons des fonds qui ont permis déjà de faire ce travail, de restaurer tout un quartier. D'ailleurs, je vous invite à venir nous voir, un cimetière aussi. Et ensuite, nous ferons la même chose pour notre église. À 10 minutes de chez moi, la commune d'Irzan, 1500 habitants, elle a acheté il y a une quinzaine d'années la belle synagogue du village qui était devenue un squat pour tenter de protéger ce lieu qui raconte, qui témoigne aussi de l'histoire de nos petites communautés juives. Malheureusement, aucun projet, donc aucun financement ne permet d'envisager sa restauration. Et comme notre église à Durmenac, dans mon village, elle se dégrade chaque année davantage, et un jour, il faudra la détruire pour des raisons de sécurité. Alors, les finances des communes sont aujourd'hui ce qu'elles sont, on l'a dit tout à l'heure, on le sait tous. Pour garder, pour faire venir des familles, il faut construire de nouvelles écoles, des équipements culturels, sportifs. C'est très bien, on est tous d'accord là-dessus, mais comment, dans ce contexte, nous, parlementaires, pourrions-nous soutenir les élus qui font le choix courageux de prioriser, de reconvertir, d'intégrer leur patrimoine culturel dans les projets de leur mandature, tout en s'assurant de l'adhésion des habitants de leur territoire? Merci, Monsieur Bern. Merci Sabine. Vous faites partie des rares personnes qui font lever les sénateurs à 4 heures du matin. Oui, je suis très touché, mais j'avais correspondu avec Madame Drexler. Je vais essayer de répondre, si vous m'y autorisez, à tous ces points. Je pense, j'ai écouté toutes vos interventions et ça m'a beaucoup touché. Et je pense à un point majeur qu'il faut absolument qu'on martèle auprès de l'opinion publique et des élus dans notre pays. Il ne faut surtout pas opposer les pierres aux hommes. Parce que, et il est trop facile de dire, ah ben vous défendez les vieilles pierres, mais vous ne défendez pas, il y a tellement de drames en ce moment, la pauvreté, etc. Non, les pierres révèlent les hommes et les hommes réveillent les pierres. Ça, c'est la devise d'Acta Vista que je reprends à mon compte, mais pour paraphraser Lamartine, on n'a pas un cœur pour les hommes et un cœur pour les pierres, on a du cœur ou on n'en a pas. Et je crois que quand on a envie de sauver, derrière les pierres, il y a des aventures humaines. Chaque pierre de notre pays
eh bien, racontent une histoire. Quand les langues se taisent parce qu'on n'apprend plus, les pierres parlent encore. Et donc, c'est ça que je veux sauver. C'est-à-dire que il faut qu'on comprenne que ce patrimoine religieux, c'est notre histoire. Qu'on soit croyant ou qu'on ne le soit pas, c'est notre histoire et on n'a pas le droit de l'abandonner parce que derrière, il y a des hommes et des femmes qui les ont bâtis et qu'aujourd'hui encore, il y a 45 000 emplois qui sont directement liés à ces métiers d'art, qui sont des savoir-faire d'excellence à la française, qu'on est en train de perdre pour certains. Alors évidemment, il y a le chantier de Notre-Dame, mais Notre-Dame, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire, et je ne fais pas de jeu de mots avec la forêt de Notre-Dame, qui est malheureusement flambée, mais on devrait saisir, et on ne l'a pas encore fait, saisir la chance de ce chantier de Notre-Dame pour valoriser les métiers d'art, pour faire en sorte que, eh bien, partout, il y ait des jeunes qui ont envie d'apprendre ces métiers de couvreur, de tailleur de pierre, de charpentier, de vitrailliste, même s'il faut se battre à l'Europe pour évidemment qu'on nous maintienne le plomb pour les vitraux. Bon, ça c'est un autre combat qu'il faudra mener dans les semaines qui viennent. Mais vous voyez, ce sont des chantiers du patrimoine qui donnent de la colonne vertébrale. Je prends toujours, là j'ai aidé une association qui s'appelle Actavista. Ce sont des jeunes qui sont ou des moins jeunes d'ailleurs, qui sont en déconnexion de la vie, qui sont en grand danger de basculer parfois dans un mauvais côté. Eh bien, on leur redonne une colonne vertébrale grâce au patrimoine. Ils se réveillent le matin et ils vont travailler sur les chantiers du patrimoine et ils partent avec un diplôme, un métier et on les a sauvés. Donc, ça, c'est le premier point. N'opposons pas les pierres et les êtres humains. Maintenant, je vais répondre à toutes vos questions. Je réponds peut-être à Mme Dexler parce qu'elle est loin et qu'il est tôt. Je pense que là où il y a un moyen d'aider, c'est Cœur de Bourg. On a fait Cœur de Ville, mais l'action Cœur de Bourg devrait permettre de recréer du lien social dans les bourgs de nos villages. Et c'est vrai que remettons l'église au cœur du village. Elle est là. Elle est, comme M. Retailleau le disait très justement, c'est pas seulement un lieu de culte, c'est un lieu de culture. Et Mme la Prévôté le disait aussi, vous avez raison de le dire, c'est de l'art, c'est de l'histoire, c'est de la culture, c'est du mobilier, c'est des statues, c'est des tableaux, c'est aussi des registres. C'est tout cela qu'il faut préserver parce que c'est notre histoire. Il n'y a pas de raison de sauver uniquement les grands monuments. C'est ça qui est injuste, que j'ai trouvé injuste dans Notre-Dame de Paris, si vous voulez. C'est qu'on trouve 900 millions pour sauver Notre-Dame parce qu'on est tous bouleversés, mais qu'à aucun moment on dise, OK, s'il y a trop d'argent, eh bien, on va le saupoudrer pour sauver les petites églises de nos campagnes. Moi, ce qui me touche le plus, c'est la ruralité. C'est que ces maires dans ces communes qui se démènent pour sauver leur église, ils n'ont aucune prise directe sur la médiatisation. Personne ne s'intéresse à eux. On les méprise. Vous savez, dès que vous franchissez la Grande Couronne, vous valez déjà moitié moins de dotation publique. Hein. Déjà, comme je l'ai dit à un ministre, j'ai perdu la moitié de mon cerveau à partir du moment où j'arrive en Eure-et-Loir. Qu'on m'explique pourquoi je vaux moins quand je vis à la campagne dans mon village. C'est une forme d'injustice de ne pas être légal. Déjà, on n'a pas de 3G, on est Edge. Hein, on n'a même pas de téléphone, on n'a rien, on n'a pas de service public, on n'a pas de médecin, et en plus on nous détruit notre église ou on la laisse tomber en ruine. Je ne dis pas l'église au sens religieux du terme, mais au sens culturel. Ça, c'est quelque chose au-delà. Alors, il y a eu cette polémique quand j'avais parlé, je réponds en même temps à la question de l'entrée des cathédrales. J'avais juste émis cette idée que, regardez, quand vous allez place Saint-Marc à Milan, à Venise, mais à Milan, à la cathédrale au Duomo, à Firenze ou à Milano, vous avez une file pour aller prier, et puis vous avez une file pour visiter, et vous ne dérangez personne, et vous payez un droit d'entrée pour visiter. Mais évidemment, j'ai eu des discussions avec tous les... Alors, avec Monseigneur 23, c'était un peu compliqué, mais avec Monseigneur Ravel, c'était plus simple, avec d'autres, ça s'est révélé plus simple aussi. C'est que il y a depuis 1905, il y a une rancune tenace du clergé affectataire contre l'État. Vous nous avez pris nos édifices religieux, eh bien vous payez. Alors moi, j'ai juste mis à plat cette chose, disant très bien, vous voulez pas qu'on paye pour entrer dans les églises, mais dans ce cas-là, pourquoi vous faites payer pour l'entrée du trésor ?
Pourquoi vous faites payer pour l'entrée de la crypte? Pourquoi vous faites payer pour les boutiques? Pourquoi vous faites payer pour aller visiter les tours de Notre-Dame? C'est une vraie question aussi, puisque ça appartient à l'État. Vous n'avez pas fait de l'argent sur le dos de l'État quand même. Ou alors vous donnez il y a une licence, il y a une convention qui est signée. Alors là, ils étaient gênés. J'ai demandé à l'État, au cabinet du président de la République, qu'on fasse une étude sur justement toutes les dérogations. Et à la cathédrale de Strasbourg, vous le savez très bien, on ferme à midi moins le quart, on fait payer le ticket d'entrée pour aller voir l'horloge astronomique, et puis donc on paye, puis hop, on rouvre gratuit à midi et quart. Mais c'est des facilités qui sont données, mais dans ce cas-là, ouvrons la discussion. Alors, tout cela vient du fait que l'État doit garantir le culte gratuit. Donc, j'ai plus touché à cette question de faire payer l'entrée des cathédrales, parce que j'ai vu que c'était un sujet épineux et que c'est ce qui fait la différence entre un pays laïque où on a pris les biens du clergé avec d'autres pays, par exemple l'Allemagne ou l'Autriche. L'Allemagne est un exemple. Toutes les églises, tous les édifices religieux sont superbement bien entretenus. Tous. Pourquoi? Parce que vous payez l'impôt sur le culte. Il y a un impôt du culte. Et donc, si vous voulez vous faire enterrer selon des rites catholiques, juifs, protestants, eh bien, il faut payer toute votre vie. Et donc, avec cet impôt, vous comprenez, nous, on ne veut pas payer et puis après, on va se faire enterrer. Mais bon, ça, c'est une autre question. Ça, c'est genre de... Mais vous voyez, en Allemagne, au moins, le patrimoine religieux est très bien entretenu. Alors maintenant, la conversion, M. Paco, pour répondre à votre question, la convention Église-Conciliat, évidemment, le clergé affectataire n'a plus, voilà, on lui tord le bras en permanence quand on veut organiser des concerts dans les églises. Et donc, il demande évidemment à ce que ça soit plutôt spirituel, plutôt religieux, ce que je peux entendre aussi pour faire un concert rock dans une église. Maintenant, évidemment, il y a 200, je crois qu'il y a 200, j'avais noté le chiffre, il y a plus de 250 églises qui, depuis 1905, ont été désaffectées et qui sont désacralisées et qu'on peut utiliser. Pourquoi pas les convertir, effectivement, mais avec l'accord du public, avec l'accord de nos concitoyens. Parce que n'oubliez pas qu'autour des églises de campagne, il y a le cimetière, la plupart du temps. Et donc, il y a le respect qui est dû aux morts, il y a le respect qui est dû à l'histoire. Donc, encore une fois, ça ne peut pas se faire sans concertation, de mon point de vue. Mais pourquoi pas? C'est aussi une possibilité. Madame le Prévôté, vous avez évoqué le problème de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, le montage financier, notamment pour le patrimoine qui est non protégé. Évidemment, l'État qui n'a pas les moyens de vous aider, en revanche, a des fonctionnaires qui ont les moyens de vous demander des comptes en permanence, et je l'ai vécu pour protéger, pour sauver mon monument, sans demander jamais 1 euro de subvention publique. Et donc, la seule chose qu'il me faisait, c'est des ordonnancements. Ça, vous avez le droit, ça, vous n'avez pas le droit. La couleur comme ci, comme ça. Très bien, vous êtes chez vous, allez, faites comme vous voulez. L'aurais-je dit à la fin, il me dit non, non, vous êtes quand même chez vous. Ah bon, je peux choisir ma couleur. Les factures augmentent fatalement. Mais je pense que là, il y a peut-être je ne dis pas une déréglementation, mais peut-être qu'il y a une sensibilité de l'État par rapport au métier d'art. Je pense qu'on pourrait donner la possibilité à tous ces jeunes dans les chantiers, eh bien, de participer sans que forcément il y ait, alors qu'il y ait un architecte du patrimoine, je trouve ça utile. Vous savez, j'étais pas très pour qu'on rogne les ailes des architectes des bâtiments de France. Eux n'étaient pas pour non plus, parce que, voyez-vous, autrefois, ça protégeait les maires, beaucoup plus que ça les empêchait de tourner en rond, ça les protégeait, ils se défaussaient. Vous comprenez? Les ABF, il faut leur redonner leur puissance, en tout cas un avis plus que consultatif. Parce que la bêtise, ça a été de faire, quand vous vouliez construire une chose horrible chez vous, eh bien l'ABF disait, ben non, ça, vous ne pouvez pas autoriser. Donc, le maire disait à son administré, moi je suis pour, mais mon ABF ne veut pas. Ça le protégeait, il gardait sa voix. Maintenant, il dit, s'il dit non, il perd la voix de son électeur. S'il dit oui, il amoche son village. Voilà, donc le choix est fait. Et c'est pour ça que je rencontre des villages de plus en plus amochés. Et c'est un vrai problème, plus généralement, du patrimoine. Donc, je pense que pour toutes
je vois tous les dossiers qu'on reçoit avec la Fondation du patrimoine et qui nous remontent et qui ne dépendent pas de la DRAC puisqu'ils ne sont pas protégés. Jusqu'à présent, il n'y a que la générosité publique, il n'y a que la Fondation du patrimoine, puisqu'on lance vous savez, avec la Fondation du patrimoine, on lance des quêtes, des quêtes en ligne, des cagnottes au fond, et avec la mission Berne, c'est la seule chose qu'on fait pour le patrimoine non protégé. D'ailleurs, dans le choix qui est fait aujourd'hui, on insiste davantage sur les monuments qui ne sont pas protégés, puisqu'on sait que j'ai obtenu, et grâce aux sénateurs d'ailleurs, à ce que à l'euro près soient compensées les taxes sur le loto du patrimoine, mais ça ne peut revenir que pour des bâtiments protégés. Vous l'avez bien compris, parce qu'on ne peut pas remettre de l'argent de l'État à des bâtiments qui ne sont pas protégés. Donc, je suis obligé de faire une péréquation pour faire en sorte qu'on aide davantage des monuments non protégés, pour que, puisqu'on sait que les protégés recevront en plus la manne financière des crédits qui sont recrédités pour du loto du patrimoine, dont j'espère que la pérennité est assurée. J'ai tout à l'heure un rendez-vous, je sais que c'est enregistré et que c'est public. La haute autorité de régulation des jeux veut rogner les griffes du loto du patrimoine, trouve que c'est scandaleux qu'on ruine les gens avec 15 € de ticket. Alors ça ne les choque pas qu'on bingo, etc. Mais ça, sans doute, la présidente ne va pas souvent dans les PMU, dans les petits villages. Mais je vais aller défendre mon bout de gras et je me bats avec la Fondation du patrimoine et la Française des Jeux pour qu'on maintienne le loto du patrimoine. Ça a été voté, décidé par le président de la République, voté par les députés, les sénateurs, mais je suis encore obligé, alors qu'on a récolté en 5 ans près de 200 millions d'euros pour le patrimoine. C'est quand même une contribution importante, mais ce qui les gêne, c'est que si vous voulez, c'est fléché. Voilà. Il faudrait dire que c'est pour toutes les bonnes causes, mais c'est fléché. Sauf que cette dame qui visiblement n'a pas connaissance de l'histoire de France a oublié de souvenir que la loterie, le loto, a été créé pour sauver le patrimoine, pour le construire, pardon. Le loto a été créé en Italie pour le patrimoine, importé par François Ier à la Renaissance pour construire du patrimoine. L'Église s'y est opposée, mais Louis XV a repris l'idée, a construit l'église Sainte-Geneviève qui deviendra le Panthéon, puis ensuite l'école militaire a été construite avec l'argent du loto, de la loterie. Et donc j'ai argué de cela pour que ce que le loto avait permis de faire au XVIIIe siècle, le loto puisse permettre de protéger le patrimoine. Mais bon, il va falloir se battre. Oui, rien n'est jamais acquis dans ce pays. On ne peut jamais dormir tranquille. Ensuite, l'entretien du patrimoine. Je pense, j'irai même plus loin. Vous m'avez donné de très bonnes idées. Je pense d'abord qu'il faut faire un inventaire complet du patrimoine. Je pense que c'est une chose urgente. Un inventaire complet du patrimoine paysager. Des zones qu'on ne peut pas toucher. On ne mettra pas d'éoliennes. On ne mettra pas de choses immondes qui vont dénaturer nos paysages de cartes postales. Ça, c'est une première chose. Le patrimoine bâti ensuite, le patrimoine religieux, le patrimoine castral, le patrimoine industriel et ouvrier. Je revendique le fait de défendre la mémoire ouvrière de notre pays. Je suis contre le fait qu'on détruise du patrimoine industriel où nos arrière-grands-parents ont travaillé, ont trimé. Je pense que c'est bien de les revaloriser, de faire des espaces de coworking, d'en faire des... Quand je vois des manufactures qui ferment, je vois par exemple, alors à Sarreguemines, j'ai vu que l'ancienne, ils ont fermé, mais on a fait un écomusée. Les écomusées, c'est intéressant, ça permet justement de redonner une nouvelle valorisation. Donc, je crois qu'il faut faire un inventaire du patrimoine mobilier, des statues, du patrimoine. Vous avez raison, Madame la sénatrice, vous avez raison. Il faut défendre tous ces livres, tous ces registres, toutes ces bibliothèques que je vois dispersées. J'achète moi-même dès que je vois qui concernent mon église abbatiale, j'essaye de récupérer, mais ça me fend le cœur de voir que des fonds entiers de ce patrimoine écrit de notre mémoire collective est en train de partir à l'encan et brûler sous le feu des enchères. C'est un drame absolu. Ce feu-là, personne n'en parle jamais. Donc il y a d'abord un inventaire total. Puis ensuite, moi je ferai, alors le mot peut-être va choquer, une police du patrimoine.
Qu'on arrête de faire n'importe quoi. Vous savez, en 1825, puis en 1832, Victor Hugo a écrit son livre sur Stop aux démolisseurs parce qu'on a voulu détruire une chapelle de Laon. Et c'est à Laon qu'est né tout cet élan, justement, de Victor Hugo pour écrire ce pamphlet Stop aux démolisseurs. Il a été choqué qu'au 19e siècle, on continue sur les méthodes d'avant. On fait du passé table rase et on bâtit par-dessus sans se préoccuper de l'histoire j'allais dire, de la sédimentation des siècles de ce qui s'était passé avant. C'est plus possible aujourd'hui. D'abord parce qu'il y a une conscience collective, de la prise de conscience de l'importance du patrimoine. D'abord pour nos racines, pour notre histoire, pour notre identité, mais aussi simplement pour notre portefeuille, parce que c'est ce qui permet de faire vivre des villages dont le seul trésor, je le rappelle, c'est le patrimoine religieux souvent, ou le château qui est pas très loin. C'est ce qui fait qu'il y a encore un commerce, c'est ce qui fait qu'on achète des cartes postales, c'est ce qui fait qu'il y a parfois une auberge où on peut dormir et on peut se restaurer. Donc c'est un non-sens de laisser détruire ce patrimoine. Donc je pense qu'il faut que cette police du patrimoine puisse aussi édicter des règles. On ne peut pas démolir ce patrimoine. On doit au contraire le protéger et garantir, vous avez raison, cette ligne, cette fameuse ligne d'entretien du patrimoine. Si vous n'entretenez pas le patrimoine, la facture est exponentielle. Et à la fin du compte, eh bien, avec la loi Elan et les lois, toutes les lois qui ont été votées depuis, Pacte, ou je ne sais plus comment vous appelez ça, c'est nôtre, eh bien, on juge que c'est vétuste et que c'est donc très dangereux pour les gens, donc il faut le détruire. Et donc, voilà comment on aboutit à la destruction d'un patrimoine inestimable. Donc, pardon de m'enflammer, mais je le dis parce que j'ai participé au jury d'un magazine qui s'appelle Pèlerin. Pèlerin Magazine donne des prix chaque année. Je suis membre de leur jury. Et ben voilà, j'ai eu comme ça, j'avais pris plein la figure d'une cinquantaine d'églises qui sont toutes en déréliction, qui sont toutes en train de tomber en ruine. Et on doit donner un prix, 20 000 € ici, 50 000 là. Mais c'est pas rien. C'est pas rien, ça va aider. Donc je pense qu'il faut mettre tout ce fonds en commun pour essayer de sauver ces églises. Mais d'abord, il faut les inventorier, il faut les répertorier. Tout ce patrimoine religieux non protégé. Il y a la sauvegarde de l'art français qui vient aussi au secours à la fois des retables, du patrimoine religieux mobilier. Mais vous savez, on a eu un gros problème avec le mobilier. C'est que les ministres de la Culture successives m'ont dit, vous touchez à tout, vous pouvez sauver le patrimoine bâti, mais vous ne touchez pas au patrimoine mobilier, c'est pas votre affaire. Donc, j'ai pas pu m'en occuper. J'ai par exemple insisté pour que la bibliothèque Fesch d'Ajaccio puisse être un site emblématique de la mission Berne, mais je n'avais pas le droit de m'occuper des livres. Donc, on a sauvé l'enveloppe, mais à l'intérieur, tout pourri. Et là, je peux rien faire. Donc vous voyez, on est dans cette contradiction. Et là où, donc je crois que vous avez raison, il faut que vraiment on se mobilise pour les archives, pour les livres, que peut-être l'idée de Bruno Retailleau est très intéressante, les archives départementales. Moi, j'ai trouvé énormément de choses dans les archives départementales qui ont vocation à protéger ces archives qui sont la mémoire. Vous savez, si les livres disparaissent, si les noms des gens disparaissent, bah, c'est la mort assurée. Donc c'est ça qu'il faut protéger, parce qu'on est là pour faire œuvre de vie. Encore une fois, c'est pas des pierres qu'on sauve, c'est des âmes, des gens qui ont vécu, qui ont aimé, qui ont souffert. Ensuite, les églises du 19e, oui, souvent ce sont les églises du 19e siècle qui sont en danger. Pourquoi? Parce que on ne connaissait pas les méthodes, on a mélangé les matériaux, vous l'avez très bien dit, Monsieur Retailleau, je suis membre de la Fondation Saint-Louis et on essaye de sauver les travaux sur la chapelle royale Saint-Louis de Dreux. Et on a ce problème entre la maçonnerie, la pierre, on a commencé à mettre de l'acier qui s'érode évidemment avec le ruissellement. Tout ça fait exploser les pierres. C'est beaucoup plus cher, beaucoup plus compliqué de restaurer une église du 19e siècle. Là, il faut faire aussi une expertise, essayer de les recenser, de voir ce qu'on peut faire et ne pas oublier le patrimoine du XXe siècle, sachant qu'à partir de 1905, ça appartient au diocèse. Et peut-être restaurer aussi, alors j'en viens à l'idée de fonds européens, j'en ai parlé beaucoup avec Maria Gabriel, qui est la commissaire européenne, elle a tout à fait conscience. Europa Nostra essaye de faire ce qu'ils peuvent, mais ils n'ont pas de moyens.
Et donc, ils n'ont aucun moyen, ils ont juste de la communication. Alors, on vous remet un joli prix, on vous récompense, mais il n'y a pas d'argent pour aider les églises ou le patrimoine religieux. Je pense qu'il y a énormément de bonne volonté. Il y a énormément de gens qui veulent aider. Je crois qu'il faut les mettre ensemble. Il faut créer vraiment un fonds. Vous avez raison, un fonds commun, un fonds citoyen, un fonds. Alors, peut-être qu'on peut assigner cette mission à la Fondation du patrimoine, qui fait ça très bien, ou à l'Observatoire du patrimoine religieux. Il faut peut-être essayer de travailler ensemble pour trouver des solutions pour que toutes ces petites rivières, eh bien, confluent et aillent ensemble vers aider le patrimoine religieux. Mais encore une fois, il y a aussi les centres-bourgs. Il ne faut pas, dans l'action que l'État mène dans les bourgs, il ne faut jamais oublier les églises, parce que les églises ou les synagogues, j'étais très touché de ce que racontait Madame Dexler, à la fois son église qui lui demande 900 000 €, la petite synagogue alsacienne qu'elle rachète, mais ils n'ont pas les moyens. Vous savez, j'ai l'impression d'être dans un bateau qui prend l'eau et d'écoper avec une cuillère à soupe. Et c'est terrible, parce que d'un côté, j'ai l'église affectataire qui m'appelle, venez nous aider, un père, une sœur, une mère supérieure qui m'appelle pour son couvent. Ensuite, j'ai le grand rabbin Raïm Korsia qui m'appelle, ma synagogue de Bayonne, quand est-ce que tu t'en occupes? Enfin, vous voyez, j'ai l'impression d'être devenu l'interlocuteur, pardon de le dire. Mais vous savez, quand j'ai commencé ma mission, il y a eu un article très méchant de monsieur, j'oublie son nom, dans Le Monde, qui disait il se substitue à la force publique. C'est pas ma vocation. Je viens là bénévolement, parce que contrairement à eux tous, je ne suis pas payé. Je fais ça avec mon argent et mes moyens et mon temps. Et c'est une mission bénévole que le président de la République m'a confiée. Et on vient me dire, vous vous substituez à la force publique. Non, je viens en soutien. Mais bon sang, comment vous expliquer que toutes les demandes viennent vers moi ou vers la Fondation du patrimoine maintenant, qui est la cheville ouvrière de ma mission? Ce n'est pas normal, c'est qu'il y a une déficience de l'État. Et d'ailleurs, le rapport de la Cour des comptes le montre bien. Il y a un problème, justement. Vous l'avez peut-être lu, je viens d'en lire les grandes lignes. C'est quand même un problème. La politique de l'État sur le patrimoine pose quand même un certain nombre de questions. Donc, le patrimoine religieux, voilà, j'espère avoir répondu en partie à vos questions. Je ne suis pas contre quand l'Église est d'accord pour désacraliser. Par contre, une petite pique, et je le dis parce que je le vois dans certaines églises, le clergé n'est pas toujours notre allié. Il y a beaucoup d'églises où parfois on installe des fils, on met des projecteurs, on met l'église est affectataire, mais elle doit respecter les règles du patrimoine. Et je pense que c'est bien de temps en temps de le rappeler aussi. Donc moi, je veux bien aller secourir le patrimoine religieux, mais il faut aussi que ceux qui en ont la gestion au quotidien, qui sont affectataires de ce patrimoine, le défendent aussi. Merci pour votre enthousiasme et puis pour la passion que vous nous avez communiquée. Vous avez vu que cette passion est entièrement partagée par l'ensemble des membres de notre commission à travers les interventions des uns et des autres. La préoccupation qui est la vôtre, nous la partageons complètement. C'est une préoccupation dont on doit collectivement se faire l'écho et le porte-parole, parce qu'on voit l'immensité, votre image à la fin de votre propos sur l'impression que vous avez décopé avec une cuillère. C'est un peu le sentiment que nous avons tous et qui justifie pleinement la mobilisation de chacun sur ce sujet central de la protection du patrimoine. En tout cas, nous avons toujours plaisir à vous entendre et surtout à travailler avec vous, et nous continuerons de le faire. Bien entendu, on a noté votre rendez-vous cet après-midi. J'espère qu'il se conclura bien. Ça se passera bien parce qu'on la Française des Jeux m'a garanti qu'on aurait au moins entre 25 et 30 millions. Mais vous savez, ces 25 et 30 millions me servent de levier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les départements, les régions, les fonds européens, la DETR, etc., ils m'aident. Les PETR aussi, les parcs, les pays nous aident, parce que c'est un gage. Je vois qu'on a quand même… les seules fiertés que je peux avoir, vous savez, c'est la Grâce et c'est Sénanque. Parce que Sénanque, on n'était pas nombreux au début. Et donc, franchement, d'avoir réussi… Il y a Souillac maintenant. Ça c'est les grands monuments, mais et là où je rebondis aussi, pardon, j'ai l'esprit d'escalier, mais Catherine Morin-Desailly parlait en Europe, peut-être on devrait travailler sur les chemins,
les chemins de Compostelle, les chemins clunisiens aussi. Il y a là j'allais dire, comment dire, sont européens, sont des chemins européens, et c'est de l'aide européenne qui peut abonder pour nos églises. Voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté. Je sais que j'ai toujours une écoute attentive au Sénat, c'est pour ça que j'ai toujours plaisir à revenir vous voir. Et en tout cas, pardon d'être un passionné engagé, mais je fais ça de tout mon cœur et je vais continuer jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais... Merci à vous. Merci à vous et bien sûr on aura plaisir à renouveler ces échanges avec vous et rester vigilants. Et nous ne manquerons pas certainement cet après-midi d'interroger la ministre sur la question du patrimoine, même si nous avons beaucoup d'autres sujets à aborder avec elle.